Ce balado est propulsé par Kaleido, l'épargnitude qui en fait plus. Bienvenue dans l'univers à la hauteur de nos tout-petits. Je m'appelle Maggie Bélanger et le sujet que je vous présente aujourd'hui, c'en est un que je réfléchissais depuis un petit moment déjà. Parce que comme femme, comme blonde, comme mère, j'ai vraiment l'impression que la notion de bien-être ne s'exprime pas de la même façon pour nous, les femmes, versus les hommes. Donc, lorsqu'on devient parent, maman versus papa, c'est pas toujours évident de se rendre dans un état de bien-être. On dirait que parfois les hommes ont peut-être un petit peu plus de facilité à prioriser les sorties entre amis ou même les périodes de sport. Les femmes, oui, on les met à l'agenda, mais j'ai comme l'impression que dès qu'il y a un conflit d'horaire, un enfant malade, c'est la première chose qui saute dans notre agenda. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on devrait faire dans l'avenir? Je suis pas certaine. Mais comment conjuguer tout ça sans que ça amène des frictions dans le couple? Eh bien, j'en discute aujourd'hui avec deux intervenants que j'aime beaucoup. D'abord, une de vos professionnelles préférées qui était là à la première saison, Mélanie Bilodeau, psychoéducatrice qui est de retour. Et un petit nouveau dans l'univers à la hauteur de nos tout-petits, un journaliste au 98.5 FM, également un papa, Maxime Sarrazin. Vous allez voir que c'est développé une belle complicité dans l'épisode. Et en segment coup de cœur, eh bien, je discute avec Stéphane Corriveau, qui est président de chez AlphaFix Capital. C'est vraiment un gars qui s'y connaît en finance. Et là, j'ai voulu lui poser la question à cette période-ci de l'année. Ça nous tente pas nécessairement de se faire un budget, mais là, à l'approche des fêtes, des dépenses plus exceptionnelles, des sorties au restaurant, des cadeaux, des voyages pour certains, comment on peut faire pour bien planifier au niveau financier, pour pas se retrouver avec de l'anxiété et certains problèmes au mois de janvier quand les cartes de crédit vont rentrer. Alors, c'est toutes des questions qu'on a abordées avec lui, mais je vous promets, ce sera pas lourd, ça sera pas difficile à comprendre. J'ai vraiment voulu amener ça de façon très concrète parce que vous le savez, hein, c'est ensemble qu'on est à la hauteur de nos tout-petits. Bonjour Mélanie et Maxime, merci d'être là. Aujourd'hui, je tenais à ce qu'on parle des différences entre papa et maman. Oui, biologiquement, on est différents, parfois dans notre vision aussi, dans nos comportements. Et j'ai l'impression qu'on voit souvent ça négativement et j'aimerais qu'on essaie de tabler sur nos forces aussi comme parents. Alors, d'abord, Mélanie, peut-être, pour un papa, c'est pas toujours facile à recevoir, mais nos enfants, il y a un lien particulier avec maman, biologique. On les a portés, on leur a donné la vie. Souvent, dans les premiers mois, on allait. Et même quand ils vieillissent, je prends un exemple très banal, mais un enfant qui se fait mal, en général, ça va être maman avant papa, pas mal tout le temps. Comment on reçoit ça? Pourquoi c'est comme ça? Est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on devrait vouloir changer ça? Bien, d'abord, il faut savoir que c'est une question d'attachement. Alors oui, la mère a porté l'enfant, elle l'a accouché, mais ça reste que les premiers mois de vie sont très déterminants dans l'attachement que l'enfant va créer avec une première figure de soin. Donc, les 6 premiers mois, l'enfant va choisir une première figure de soin qui va être la principale. Alors moi, je vois beaucoup dans ma pratique l'inverse aussi, parce qu'on a énormément de pères maintenant qui sont présents à la maison, qui prennent le congé parental, que la femme retourne travailler 3 semaines après avoir accouché. Et cet enfant-là, le réconfort, c'est vers le père qui va aller le chercher au départ. C'est à partir de l'âge de 18 mois que là, il y a une deuxième figure d'attachement significative qui va entrer en jeu. Mais là, c'est sûr que si, par exemple, le père, là, dans ce cas-ci, n'a pas été énormément présent à partir de l'âge de 18 mois, bien, ça se pourrait que l'enfant ait tendance à aller encore plus vers sa mère que vers son père. Donc, il rejette carrément le père pour tout ce qui est soins, routine, l'endormissement, le bain. Là, l'enfant proteste. « Non, je veux maman! » Mais ça, c'est normal. Ça veut pas dire que le père est incompétent puis qu'il n'arrivera pas dans l'équation un jour, tu sais. Mais à savoir, est-ce qu'on doit pousser les affaires puis insister? Non, pas nécessairement, mais oui, le père ou le deuxième partenaire, dans ce cas-ci, va avoir un rôle à jouer. Donc, je dois prendre ma place. Je dois montrer à l'enfant que je suis là. Tu peux compter sur moi, même si tu me rejettes, même si tu demandes maman,
je suis encore là, puis je t'aime pareil. Donc, OK, c'est correct, tu veux maman, je vais sortir, mais si tu changes d'idée, je suis à côté. Je suis là. C'est cette répétition-là qui fait que l'enfant, à un moment donné, va se dire « Ah ouais, OK, je peux compter sur mon père aussi. » Mais il y a une question d'âge, là. Oui, mais comment on reçoit ça comme papa? On se sent-tu un peu rejeté ou inadéquat? Je veux dire, à un moment donné, oui. C'est sûr qu'on peut se sentir un peu rejeté, mais en même temps, moi, de la façon... Moi, j'étais relativement présent pendant les 6 premiers mois. Ma conjointe l'était aussi. Elle a été 8 mois en congé de maternité après son accouchement. Donc, c'est sûr que ce construit-là, puis elle a allaité notre enfant, donc c'est sûr que ça a construit déjà quelque chose de spécial. C'est sûr que même aujourd'hui, rendu à 3 ans, il va avoir 4 ans, des fois, dans des moments très émotifs, si maman et papa est là, puis il a à choisir, il va aller vers maman. Puis c'est correct. Par contre, la nuit, s'il se réveille, puis il est en pleurs parce qu'il y a une terreur nocturne qui arrive à l'occasion, puis c'est moi qui se lève, oui, des fois, il va dire maman. Je vais dire maman, elle dort. Et là, c'est papa qui est là. Oui, mais je veux maman. Mais d'accord, est-ce que tu préfères que je sorte ou que je reste? Non, je veux que tu restes. Puis là, c'est là où il va venir dans mes bras, puis il va venir prendre mais je lui donne le choix. Tu sais, à ce moment-là, je pense qu'on n'est pas obligé non plus de donner toujours à l'enfant ce qu'il veut, mais on peut lui donner le choix de dire, écoute, maman, elle fait dodo. On n'ira pas la réveiller parce qu'elle fait dodo. Le papa, il est là. Est-ce que tu veux que papa soit là? Ou que papa s'en aille. Et automatiquement, l'enfant, généralement, a besoin de réconfort. Il va aller le chercher. Oui, son réflexe premier est d'aller vers maman, puis c'est correct comme ça. Puis des fois, quand on peut le faire, on peut le faire. Mais si c'est pas le cas, il faut aussi, en tant que papa, de dire, je vais entendre ce que tu me dis, je vais aussi comprendre ton sentiment puis ton besoin. Maintenant, je peux le combler aussi. Ouais. Donc, c'est sans tomber dans une négociation. Il faut aussi dire à l'enfant, sans le forcer, parce qu'on peut pas forcer les choses, mais tu peux te donner à ton enfant le choix de dire, écoute, tu as le choix, tu as besoin de réconfort, papa peut sortir ou il peut rester. Qu'est-ce que tu choisis? Il va choisir. Il va tenter, évidemment, de combler son besoin la majorité du temps, mais là, j'ai lu des trucs, là, que la testostérone, la fameuse testostérone des papas, pouvait nuire dans certains cas à l'attachement avec le bébé, avec le jeune enfant, et que ça pouvait avoir des répercussions sur la relation à venir. Gros mythe. Information mal comprise. Information mal comprise. Aha. Je vais me permettre de la recadrer ici. Oui. Sur le plan neurophysiologique, ce qui se passe quand tu accouches d'un enfant, tu sécrètes de la prolactine. La prolactine, c'est l'hormone que tu vas sécréter pour produire du lait. C'est aussi une hormone d'attachement. C'est une hormone maternisante. Ça te donne le goût de materner ton enfant, d'en prendre soin. Si on ne sécrétait pas ça, depuis la nuit des temps, nos enfants seraient morts, tu sais. Ouais. C'est ça qui fait en sorte que tu les abandonnes pas dans le champ. Là, je pense à toi, Martin, qui a été... Maxime, je m'excuse. Maxime. Hein, on l'a dit au début qu'on n'était pas bon d'un nom. Fait que tu peux m'appeler Mélissa, ça va être correct. C'est correct, Claudine. C'est bon, ça. Donc, tu le disais d'entrée de jeu, tu étais super présent, toi, au début, comme ta conjointe. Alors, probablement que tu as sécrété beaucoup de prolactine, toi aussi. Parce que la prolactine, c'est une hormone qu'on va sécréter aussi quand on s'occupe de notre enfant. Là, sur le plan culturel, souvent, ce qui arrive, c'est que les mères vont être un peu plus impliqués les premiers mois de vie. Puis là, les gars vont retourner travailler après 5 semaines de congé parental. Quand ils reviennent à la maison, ben là, le bébé pleure un peu dans leurs bras. Ils vont avoir tendance à le donner plus à la mère. Et là, vont prendre moins leur place dans les soins. C'est là qu'ils vont pas nécessairement sécréter de la prolactine dans le plafond. OK? Mais ils sont capables. Ben oui, ils sont capables. Plus tu es impliqué, plus tu sécrètes de la prolactine. C'est ça qui fait en sorte que si tu adoptes un enfant, tu vas l'aimer comme si tu l'avais porté, accouché, comme s'il sortait de ton utérus. Là. Ça, c'est la prolactine. Occupe-toi de ton enfant, tu vas en sécréter et tu vas t'attacher et tu vas avoir encore plus le goût de t'en occuper. Là, le lien avec la testostérone, c'est que quand tu as la prolactine dans le tapis, ton taux de testostérone descend un petit peu. Un petit peu, vous la perdrez pas, mais c'est... Mais non, tu la perdras pas. Mais ça explique, on fait le lien avec la sexualité ici, on en reparlera dans un autre épisode, mais ça explique qu'il y a des hommes, des fois, qui vont dire, ben moi, on dirait que dans le congé parental, j'ai été à la maison pendant 8 mois avec ma conjointe, j'avais comme pas de libido. Puis c'était comme correct de même. On dirait que les deux, on n'avait pas tant. Bien ça, c'est parce que ta testostérone a droppé une petite affaire. Comprends-tu le lien ici avec la testostérone? Fait que pas parce que tu en sécrètes que nécessairement tu vas pas t'attacher à ton enfant. Là. Ouais, comprends-tu? C'est la prolactine qui rentre en jeu, pas tant la testostérone. Tu sais, avec les enfants, la beauté, moi, j'ai adoré le concept du pot à pot avec le bébé. Là. Je trouve que
Et surtout, parce que, bon, on peut en revenir, parce qu'il y a un autre épisode qui va parler du fait qu'on se sent un petit peu... on a de la difficulté à se sentir utile quand on est un papa dans une nouvelle naissance. Là. Mais le pot à pot, pour moi, ça a été la plus belle façon de créer un lien avec mon fils. Tu sais. Et ça a grandi avec le temps. Puis même aujourd'hui, on en reparle. Il y a 4 ans, je vous le disais tantôt. Et il me rappelle, il dit, oui, quand j'étais petit, tu me collais sur toi, parce qu'il trouve ça encore drôle, puis il voit des photos où ça arrivait. Oui. Et ça, c'est précieux. Mais il faut justement se dire que ce lien-là se construit. Et c'est pas vrai que parce que l'enfant va vouloir maman dans certaines circonstances qu'il va pas nécessairement avoir besoin de papa. Puis c'est drôle parce que, oui, effectivement, quand les 2 parents sont là, je le disais tantôt, maman, des fois, va avoir la première place. Puis c'est correct. Mais si maman n'est pas là, mon Dieu, que papa est important. Puis mon Dieu, qu'il te le fait sentir que tu es important. Oui. Fait que, tu sais, en bout de ligne, je pense qu'il faut aussi arrêter de rationaliser le comportement de l'enfant en se disant... C'est comme si c'est mon meilleur ami qui me parlait. C'est pas ça, c'est un enfant. Ses émotions, il les gère pas encore assez et complètement. Alors, même s'il dit, c'est pas toi que je veux, c'est elle, mais c'est correct, c'est ce qu'il ressent. Faut juste se désensibiliser un peu à ça, puis se dire de toute façon, peu importe ce qui arrive, je t'aime, puis je vais t'aimer tout le temps. Puis dans une relation coparentale, là, il y a une complémentarité qui est essentielle sur le plan affectif, OK? Oui. Donc, il faut qu'il y ait une figure de soin davantage rassurante, plus sur le plan affectif. Comme on disait, l'enfant, il se blesse, il a tendance à aller vers cette figure d'attachement-là. Mais la deuxième, là, l'autre figure de soin, on l'appelle activateur. C'est un activateur qui fait en sorte que tu as le goût de jouer avec ton enfant. Tu as le goût de l'amener à explorer le monde. Tu sais, souvent, on va dire les pères amènent les enfants à se dépasser. Ils pitchent dans les airs, puis ils ont peur de rien. Puis la mère est comme « Oh my God, attention! » Ben non, voyons donc, faut qu'ils apprennent. Il se fera pas mal. Faut qu'ils apprennent. Mais ça, c'est l'activateur. Et ça prend ça, parce que si tu as 2 partenaires qui sont comme « Oh mon Dieu! » On va être dans la surprésence, on va surprotéger notre enfant. C'est pas bon, ça, là. Faut se compléter, là. On parlait de force, mais ça, c'en est une. C'est ça. Mais comment accueillir les forces de l'un par rapport aux forces de l'autre sans tomber non plus dans l'espèce de compétition parentale? Ah, mais, tu sais, je pense pas que les gens, les parents veulent volontairement se dire qu'ils sont meilleurs que l'autre, mais on aime quand ce qu'on fait est reconnu, mais il faut pas que ça devienne une compétition entre les coparents non plus. Non, mais je pense que la communication demeure un élément important. Puis c'est ce qui est souvent le plus déficient dans les couples. On se parle seulement quand on a des problèmes. Et souvent, quand on a des problèmes, c'est parce qu'on les a laissés grandir. On a monté ça en épingle. Et là, après ça, on n'est plus capable de communiquer parce qu'on est trop dans l'émotion. Alors, au contraire, si on est capable de se parler quand les choses vont bien, puis dire comment ça va? Est-ce qu'on est bien comme parent? Est-ce qu'on est heureux? Tu sais, on parle de charge mentale souvent, mais la charge mentale, quand elle explose, c'est pas là où il faut en parler parce qu'on n'est pas prêt à en discuter. Il faut en parler quand les choses vont bien. Comment ça se passe de ton côté? Puis de le faire au quotidien, dans les petits gestes. Pour moi, ce qui est important, c'est à tous les jours, comment a été ta journée? Comment ça s'est passé? Puis de le faire avec les enfants aussi. Il y a beau avoir 3 ans, je veux qu'il me raconte sa journée à la garderie. Bon, sa mémoire est des fois pas toujours grande sur ce qu'il a fait dans sa journée, mais il va se souvenir d'une chose. Puis oui, aujourd'hui, j'ai joué au centre, je me suis fait chicaner par mon éducatrice. Ah oui, ben pourquoi? Puis de revenir avec ça, mais d'entrer en communication, puis d'avoir une saine communication, mais ça permet de dire, ah oui, j'ai vécu quelque chose qui m'a fait de quoi, mais tu sais que si ta conjointe ou ton conjoint a vécu quelque chose de difficile aujourd'hui, peut-être pas le temps d'aborder quelque chose de crunchy, mais peut-être que le lendemain, quand tu sais, j'ai passé une belle journée, hey, regarde, j'aimerais ça qu'on parle de, écoute, je vois la cuisine qui est sans dessus-dessous depuis 4 jours, mais parlons-en. Quand on est dans un état d'en parler et d'ouvrir la communication puis de dire, ben moi, la façon que je vois les choses, est-ce que c'est automatiquement la façon dont ça doit se faire? Pas nécessairement. Puis souvent, quand on se met à dire « Ah, ben on sait bien, toi, t'es comme ça. » Puis là, ben d'emblée, on est fermé. C'est pas constructif. Non, on n'est pas prêt à entrer en communication puis à se comprendre. Parce que t'as une optique où tu rentres dans une communication en disant « De toute façon, mon idée, elle est préconçue, t'es comme ça, tu changeras pas, puis il y en arrivera rien. » Mais c'est ça. Puis là, à ce moment-là, ben, à mon avis, puis là, je veux dire, je suis pas psychologue, mais c'est le début de la fin dans une relation. Parce que si t'es pas capable d'entrer en communication puis de grandir ensemble, bien, automatiquement, les chemins vont finir par se séparer. Dans cette communication-là, je me permets de rebondir là-dessus, là,
c'est super important de valoriser l'autre aussi. Tu sais, pour revenir à ta question de base, là, qui était comment on fait pour pas être en compétition. Ben, tu es en compétition quand tu as l'impression que l'autre est meilleur que toi, puis que l'autre est toujours sur ton dos. Fait que là, tu fais quoi? Ben, tu cherches à montrer que toi aussi, tu fais des bonnes affaires. Tu sais, faut se valoriser. Tu sais, Maxime le disait, on prend le temps de s'asseoir. C'est une question de timing. Il faut trouver le bon moment. Tu sais, j'en parle dans mon livre, Soyez l'expert de votre tout petit, le cocktail. En fait, c'est la formule cocktail festif, Diana Krall, lumière tamisée. Tu sais, trouve-toi un bon timing, couche les enfants, fais-les garder. Tu sais, mets-toi dans une ambiance. Là. Tu te fais pas ça le soir quand ça fait déjà 20 minutes, tu accompagnes les enfants vers le sommeil puis t'es à bout. Ben non, ça marche pas partout. Le bon timing, puis là, tu commences ta discussion en te valorisant. Ah, j'aime ça. Tu sais, nous, en psychoéducation, on fait beaucoup ça. Les psychologues aussi. En consultation, là, tu veux sortir une affaire négative, ben, tu sors 3 affaires positives en premier. T'sais. Déjà, ça ouvre la discussion. Alors, bon, je veux te souligner, ça, je te remercie. Cette semaine, ça m'a beaucoup aidé. Ça, c'est vraiment cool. Je trouve qu'on a vraiment réglé ça ensemble, cette situation-là. Ça s'est bien passé. Tu sais, on sort 3 belles affaires. Là, maintenant, là, c'est sûr, à un moment donné, l'autre te voit venir. OK, le pot s'en vient. Ben oui, le pot s'en vient. Il y a tellement de fleurs que c'est sûr qu'il y a un pot. Au moins, il y a eu des fleurs. Mais au moins, on peut en rire. Tu sais, l'humour, ça passe bien, ça aussi. Voici ce que j'ai besoin de te nommer. Tu sais. Et encore une fois, je te le nommais dans un autre épisode. Comment moi je me sens et quel est mon besoin, plutôt qu'attaquer l'autre. Tu sais, on dit souvent parler au jeu, là. Ça a l'air plus facile à dire qu'à faire, mais si je te parle de comment je me sens, puis c'est quoi mon besoin, moi, dans cette situation-là, je me sens vraiment dépassée. Je suis vraiment fatiguée. J'ai besoin qu'on m'aide. Que tu crées de l'empathie en faisant ça, plutôt que de la confrontation. Voilà. Le fait d'aller dire, écoute, là, je vis ça, je me sens pas bien. Comment on adresse ça ensemble? La personne va se dire, écoute, j'accueille ton émotion et là, on peut en parler. Plutôt que d'arriver à dire, t'as encore laissé traîner à maudit le vaisselle, je suis assez tanné. Là, d'emblée, t'es dans l'attaque. Fait que c'est sûr que, tu sais, peut-être que tu peux revenir de ça puis en arriver à un compromis, mais d'emblée, tu fermes la discussion. Tandis que si tu dis, écoute, je suis pas bien, là, j'ai besoin qu'on en parle, ben là, d'emblée, tu ouvres l'empathie. Mais justement, le fait que ce soit si difficile quand même de communiquer, là, oui, ça a l'air facile comme ça, Mélanie, quand tu le dis, là, comment je me suis sentie, quel est mon besoin, mais dans le quotidien, on sait que c'est pas toujours évident, surtout quand, en tout cas, quand ça va bien, je sais pas si vous le faites à la maison, mais nous, en général, on n'en parle pas, ça va bien. C'est plutôt quand ça commence à être croustillant que là, on aborde les questions. Ben oui. Mais pourquoi c'est si difficile d'arriver, on dirait, à accueillir l'autre, à s'ouvrir parce que ça nous rend vulnérables? On a peur d'être humilié, rejeté. Pourquoi? Bien, c'est souvent parce que notre propre besoin n'est pas répondu. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu n'es pas capable d'accueillir l'autre, que tu n'es pas en mode empathie? C'est que je me sens confrontée, puis il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui est ébranlé, là. C'est sûr et certain. Si je me sens compris, que je me sens moi-même accueillie, j'ai bien plus le goût de t'accueillir. Tu sais, à un moment donné, on parle de charge mentale, là. Je me tente en titi de comprendre que tu es fatigué puis que tu as besoin de t'asseoir sur le divan quand tu arrives de travailler pendant que moi, j'ai de la broue dans le toupette. Tu sais, à un moment donné, si tu m'accueilles, tu dis, comme tu nommais tantôt, Maxime, comment ça s'est passé ta journée? Hey, comment ça s'est passé pour toi? C'est quoi le bon coup de ta journée? Bien, j'ai peut-être un petit peu plus le goût de t'accueillir tantôt quand tu vas me dire, hey, ça te dérangerait-tu, j'aille m'asseoir un peu? Pour vrai, là, les enfants crient, je suis plus capable, je suis à bout, j'ai eu une grosse journée. Ben oui, mon amour, vas-y, je comprends ça, tu sais. On la fera tantôt, la vaisselle, tu sais. Ben oui, c'est trouver des compromis. Travail d'équipe. Mais c'est ça aussi, c'est que souvent, on arrive dans un état où, ben, on parle de charge mentale, les parents vont se la diviser sans même s'en parler. Puis automatiquement, il y a un des deux parents qui finit par en prendre plus. Puis souvent, c'est vrai, c'est la maman qui en prend plus. Puis c'est à peu près partout dans les couples. Après ça, c'est de se dire, ben, justement, je vois que tu en prends un peu plus. Ben, gars, selon les horaires, il y a des parents qui travaillent plus que l'autre. Ben, c'est sûr qu'automatiquement, il y a un équilibre qui doit se faire. Mais à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on est capable d'équilibrer? Puis ça, c'est sans parler avant que ça devienne que ça fonctionne pas. Que ça soit trop mais de dire émotif, comment ça va? Hey, écoute, je viens de me claquer 2 brassées de lavage, j'ai parti le lave-vaisselle, j'ai fait le souper, puis en plus, j'ai préparé les lunchs des enfants pour demain. Ben, peut-être que c'est beaucoup. Peut-être que, OK, mais au lieu de les avoir fait là, peut-être que moi, je suis arrivé plus tard, mettons, tu aurais pu me laisser le lavage pour que je le parte plus tard, quitte à ce que je le mette dans la sécheuse avant de me coucher, puis demain, il sera plié. Non, mais tu sais, Maxime, que c'est pas tous les gars qui pensent comme toi. Là, en ce moment, il y en a plein de femmes là, qui écoutent puis qui font « Ben oui, mais Maxime, là, il est donc bien hot, là, les autres
autres gars pensent pas de même. J'ai tellement full de T'sais. défauts, je suis vraiment pas... Voyons donc, c'est bien cool. Toutes les filles rêvent de ça, là. Non, oui, mais en même temps, tu as raison. Mais je pense que ça vient aussi au fait de se dire, il y a beaucoup de monde qui se disent, oui, mais il faut que j'y dise. Oui, mais c'est correct. Il faut que tu lui dises. Oui, mais il n'a pas compris que moi, je pensais à ça. Hey, non, mais là, arrêtez-moi ça. Là. Moi, quand j'entends des choses comme ça, je gratte parce que je me dis, c'est correct, on peut pas vivre dans la pensée de l'autre, mais d'une façon ou d'une autre, vous vivez à deux. Donc, c'est sûr qu'il faut vous asseoir et dire, bon, répartition de tâches, comment on veut faire ça? Et disons-nous-le, mais ça aussi, on en parle dans un autre épisode. Et on a amené la notion de se responsabiliser parce que on parlait tantôt de vaisselle, de choses qu'on voit. Mais la planification, je pense que c'est peut-être une des choses qui est la plus lourde pour les mamans. Planifier l'épicerie, planifier les rendez-vous, planifier. En même temps, quand on demande de prendre un rendez-vous, puis il faut faire 5 reminders pour qu'il soit pris, c'est parce que l'autre personne n'a pas pris sa responsabilité de gérer le rendez-vous. Tu sais, c'est tout ça aussi qu'il faut c'est que voir. l'autre personne, là, le partenaire ou la partenaire, devient une employée de la PME familiale. Et ça, c'est faut pas que ça soit ça. Non, c'est T'es ça. deux associés, deux gestionnaires. Je me déresponsabilise d'une tâche. Je me dis, OK, c'est toi qui prends le rendez-vous pour les dents des enfants. Ouais, mais si ça fait 3 fois qu'il l'oublie, on fait quoi? Je comprends, mais ton but, là, c'est de te dire, écoute, quand est-ce que tu veux qu'il aille chez le dentiste? Ben, je voudrais qu'avant Noël, on soit allé chez le dentiste. Parfait, je te donne ça. Tu n'as pas besoin de faire de reminder. S'il n'a pas été, par exemple, avant Noël, puis ça se fait pas, là, vous aurez une bonne discussion. C'est ça. Ça, c'est la problématique. Mais si tu lui dis, écoute, moi, mon objectif, c'est qu'avant Noël, il soit allé chez le dentiste, organise-toi. Qui a appelé cette semaine, la semaine prochaine, dans 3 semaines, dans 4 semaines, c'est plus ton problème. C'est à lui ou à elle, dans les circonstances, de prendre cette tâche-là. Et le problème dans la surplanification, c'est que la personne se dit, oui, je me déresponsabilise, je délègue, mais je délègue pas vraiment non, parce que je vais continuer à faire de la micro-gestion. Puis ça, on le vit beaucoup dans notre quotidien professionnel aussi, des gestionnaires qui délèguent, mais qui micro-gèrent en même temps. Mais ça, c'est pas déléguer, c'est distribuer. Et voilà, puis c'est pas comme ça. Puis c'est ça qui crée des frictions. C'est d'ailleurs un épisode que vous aurez la chance de voir qui s'appelle On s'emballe. Planifier sans crouler sous la pression. Mais là, il faut déjà se laisser. Mais en tout cas, ce que je retiens de notre discussion aujourd'hui, valorisons quand même les forces des deux parents. Et c'est tellement important que le papa et la maman, ou les deux coparents, soient différents, aient des qualités et des défauts différents, parce que ça va devenir de magnifiques compléments pour nos enfants qui vont se retrouver dans des parcelles de tout ça. Et qu'on se parle. Oui, merci beaucoup. Parlons-nous. Vous l'avez peut-être vu sur vos paiements hypothécaires. Vous l'avez certainement vu à l'épicerie, la hausse des taux d'intérêt, la hausse des prix de bien des aliments. Ça vient nous compliquer la vie comme parents. Moi, j'ai des questions. Puis aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer un expert, Stéphane Corriveau, qui est président de chez AlphaFix. Qu'est-ce que ça fait, AlphaFix? En fait, vous gérez des portefeuilles d'obligations pour des villes, des institutions, par exemple, c'est ça? Oui, exactement. AlphaFix Capital, une firme qui a été créée à Montréal en 2008. On est maintenant, dans le fond, à plus de 11,5 milliards d'actifs sous gestion provenant de 85 clients à travers le Canada, mais la majorité au Québec. OK. AlphaFix est vraiment spécialisé dans les revenus fixes. Donc, ça veut dire tout ce qui se passe avec les obligations dans une caisse de retraite ou un placement, on peut avoir des actions, des obligations. Nous, on est concentré avec une équipe de 24 professionnels juste en obligations. Okay. Notre partie, si on veut, la plus sécuritaire souvent dans nos placements. Exact. Donc là, quand je parle de hausse des taux d'intérêt, d'inflation, pour vous, c'est votre quotidien. Pouvez-vous essayer, là, je sais que c'est pas évident, mais en quelques minutes, de nous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe en ce moment, pourquoi ça nous coûte de plus en plus cher? Oui, il y a 2 choses qui est arrivées. Avec la pandémie, il y a eu un choc d'offres. Un choc d'offres, qu'est-ce que ça fait? Mais on l'a vu, la chaîne de production s'est cassée. Donc, ça veut dire qu'on avait de moins en moins de produits. Donc, quand on vient avec des concepts d'économie de base, quand il y a moins de produits, les prix montent. Première chose. Ensuite de ça, le gouvernement a aidé la population parce qu'on était tout le monde chez nous. On ne pouvait pas rien faire. Donc, des entreprises même ont fermé. Donc, il y a eu, dans le fond, de l'argent sous forme de PCU au Canada qui est envoyé à beaucoup de personnes. Donc, là, on a eu un choc de demande, mais positif. Oui, parce donc, que là, on avait plus de sous à dépenser et il y avait moins de produits. Exact. Puis en plus, on ne peut pas aller au restaurant, on ne peut pas faire de voyage, on ne peut pas aller voir le spectacle. On dépense dans quoi? Dans les biens.
Donc, ça a fait augmenter les taux d'intérêt. Donc, par exemple, la rénovation de maison, il y a eu plein de choses, là. Exact. OK. Donc, l'inflation, qui est la base de ça, vu que tout le monde a de l'argent, il y a moins de produits, les prix augmentent. C'est aussi simple que ça. OK. Mais là, en même temps, on le vit tous, nos salaires n'ont pas nécessairement augmenté au même rythme que l'inflation. Et là, moi, je vois là, les fêtes qui s'en viennent, les demandes de cadeaux des enfants. Eux autres, l'inflation, ça les fatigue pas bien quand ils regardent leur catalogue de Noël. Est-ce que vous auriez pour nous peut-être des conseils juste pour faire attention, du moins à être vigilant pour pas avoir des mauvaises surprises au mois de janvier? Oui, parce que qu'est-ce qui est arrivé aussi, c'est qu'en même temps que l'inflation a monté, les banques centrales ont augmenté les taux d'intérêt. On l'a tout vu, comme ceux qui ont des hypothèques à taux variable, des marges de crédit, tout a augmenté. Ouais. Donc, nous, qu'est-ce qu'on pense? C'est que ce n'est pas terminé, ça. Depuis les années 80, il ne faut pas oublier que les taux d'intérêt ont juste diminué. Fait qu'on a vécu dans une période où les taux d'intérêt diminuaient. Là, on s'en va dans une période où les taux d'intérêt augmentent. Fait que ton point est excellent. Il faut faire attention. Il ne faut pas dire que ça va juste durer 3-4 mois pour être correct. On dirait que pour nous, c'est pas tangible. Comme vous l'avez dit, on l'a pas vécu. T'sais, moi, je me souviens de mes parents qui me disent notre première maison, 20 de taux d'intérêt, 13 Puis on dirait que nous, on se dit, voyons, c'est comme c'est un passé lointain, mais pas tant que ça. Non, puis il faut faire attention. Les taux d'intérêt, on pense pas qu'ils vont monter à 20, mais on se souvient qu'avant la pandémie, ils étaient à 0. Oui. Ils vont peut-être finir l'année autour de 4,5-5. Si vous avez une hypothèque, c'est presque 4 ou 5 de plus, fois le montant de votre hypothèque. Donc, il faut faire attention. Donc, avec les fêtes qui arrivent, les dépenses, il faut vraiment faire attention là, pour économiser, pas se laisser emporter en disant « ça dérange pas, en janvier, février, tout va revenir ». Nous, on pense que malheureusement, il va falloir apprendre à vivre avec une inflation beaucoup plus élevée parce que, comme tu l'as dit, les salaires n'ont pas suivi, mais les salaires vont suivre. Okay. Je connais aucun syndicat ou groupe d'employés qui va accepter une augmentation de salaire de 2 pour 5 ans. Ça n'existe pas, ça. Non. Donc, les salaires qui composent le 2/3 presque de l'économie. Okay? Donc, quand même, les salaires, le 2/3 de l'économie. C'est super important parce qu'on a une économie qui a des biens et services. Oui. Dans le fond, les biens diminuent de plus en plus, puis comme effectivement l'économie de nos grands-parents, là, où est-ce qu'on était, dans le fond, une économie de services, une économie de biens, on est rendu une économie de services. Donc, les salaires sont super importants et eux vont commencer à augmenter. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les banques centrales vont continuer à augmenter les taux un jour, donc c'est pas fini. Ils vont probablement les laisser là pour un bout de temps. Donc, il faut faire attention, justement, en se faisant probablement un budget pour mieux, dans le fond, planifier nos dépenses et ne pensez pas que ça va revenir instantanément. Ça, c'est la pire erreur qu'on pense que les personnes peuvent faire. Oui, parce qu'il n'y a personne qui a une boule de cristal. Hein? Je pense que si on l'avait, là, on serait très riche. C'est ça. Mais en même temps, donc, de planifier et à la limite d'en mettre un petit peu plus de côté, bien, si on n'en a pas besoin, tant mieux. Ça nous donnera une liquidité pour plus tard. Et si on en a besoin, les sous seront là. Donc, comme je le disais un peu à la blague, mais c'est vrai que nos enfants, leurs demandes de cadeaux, les demandes, elles vont être là quand même. Illimitées. Illimitées, ça, c'est sûr. Mais je me dis peut-être cette année, ça pourrait être intéressant de faire des échanges de cadeaux, mais avec des biens usagés qu'on possède, qui sont encore en très bon état. Si on s'entend, les enfants, des jouets, par exemple, ils en ont une panoplie. Juste les échanger avec son cousin, sa cousine, une amie, ce sont de nouveaux jouets. Ils sont contents, ça ne nous a rien coûté. Non, ça c'est peut sûr être une que bonne idée. Ça, pour diminuer l'inflation, c'est excellent. Puis je pense qu'il va falloir trouver des trucs parce qu'on l'a vu, juste l'inflation alimentaire, qu'on n'a pas le choix de payer, ça va falloir payer. Fait que des choses qui sont moins, qu'on est obligé de faire, oui, c'est des bons trucs, ça, Maggie, puis il faut effectivement les utiliser. Oui, puis je me dis c'est bon pour l'environnement en même temps. Mais là, si justement on dépense un petit peu moins dans les cadeaux de Noël comme traditionnels, là, comme les jouets, les vêtements ou autres, est-ce qu'on pourrait, par exemple, demander aux grands-parents de nous offrir des cadeaux soit sous forme de placement, là, je pense au régime enregistré d'épargne-études, ou même sous forme de sous que nous, on va mettre en placement. Est-ce que ça pourrait être une bonne idée? Parce qu'on est serré là, pour épargner. C'est une super bonne idée. Les régimes enregistrés d'épargne-études sont, selon moi, le plus beau cadeau qu'on peut faire à nos enfants. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des subventions en partant. Donc, de 30 à 60 %. Et quand on regarde les marchés financiers, puis encore une fois, on a une boule de cristal, mais il y a un petit peu de buée dedans, c'est certain que ça va être très difficile les prochaines années. Okay? Donc, s'il y a quelqu'un quelque part qui s'appelle les gouvernements, que quand vous mettez $1, bonifie ça de 30 %, je vous dis, ça n'existe pas un placement aussi intéressant que ça présentement dans le marché. Et là, je tiens à ce qu'on le répète, là, ce fameux 30 %-là,
il arrive à court terme. Là, moi, je regarde, je dépose, disons, les sous pour mes enfants, puis là, ça arrive. Donc, ça fait ce qu'on appelle de l'intérêt composé. Le 30 % il va pas arriver au moment de retirer. Donc, si on veut, pardonnez-moi l'expression, mais on fait de l'argent sur le dos du gouvernement. Exact. OK. Donc, c'est la magie de l'intérêt composé. En actuariat, on apprend ça là, comme au départ. Mais c'est effectivement, si à place d'investir 100 $ avec un taux d'intérêt, exemple, même en obligation qui donne 4 % mais si j'ai 130 $, effectivement, au fil du temps, ça fait juste augmenter. Puis c'est justement, dans le fond, des solutions à utiliser. Oui, donc qui fait que ce placement-là devient un placement encore plus intéressant. Et je pense qu'il faut penser même à long terme comme parents. C'est un beau cadeau de donner à nos enfants l'opportunité de choisir le métier de leur choix. Mais oublions pas, là, si on veut être un petit peu égoïste, que c'est de l'argent que nous, on n'aura pas aussi à sortir de nos poches dans 15 ans. Non, puis c'est sûr que qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants, c'est leur donner des instruments pour justement qu'ils peuvent arriver à développer leur plein talent. Et l'éducation, pour moi, c'est la clé. Ouais. Donc, c'est un investissement du gouvernement. Ils nous donnent l'argent, mais en plus, on investit dans nos enfants qui vont leur permettre de faire leur choix de leur carrière pour exprimer leur talent qu'ils veulent dans le futur. Donc, super important. Et pas être restreint. Donc, le mot que je retiens de notre entretien, prudence pour Noël 2022. Merci beaucoup, Stéphane. Et voilà, c'est ce qui complète cet épisode. Si les questions d'aujourd'hui, vous les avez aimées, voire même adorées, n'hésitez pas à commenter sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou Instagram, les pages à la hauteur de nos tout-petits. Vous pouvez également vous abonner via la chaîne YouTube Meggy Bélanger à la hauteur de nos tout-petits ou vous abonner aussi sur la plateforme d'écoute que vous préférez afin d'obtenir des notifications à chaque nouvel épisode. Je vous promets des concours, des extraits au cours des prochaines semaines. Un merci tout spécial à mes invités, Mélanie Bilodeau, psychoéducatrice, qui a son nouveau livre d'ailleurs, Soyez l'expert de notre tout petit, qui est maintenant disponible en librairie, Maxime Sarrazin, journaliste au 98.5 FM et un papa dévoué. En segment coup de cœur, Stéphane Corriveau, qui est président d'Alphafix Capital. C'est une présentation de Kaleido. Et merci tout particulier à Sylvain Berger-Thibault du Studio 706. Je m'appelle Meggy Bélanger et ça me fait toujours un grand plaisir de vous jaser à chaque semaine parce que c'est ensemble qu'on peut être à la hauteur de nos tout-petits. Bye bye!